Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique, puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leurs recherches, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et de mansplaining. Alors que nos sociétés occidentales sont depuis presque toujours organisées en fonction de la binarité et du couple monogame, aujourd'hui les relations redéfinies, ouvertes, polyamoureuses et non exclusives sont partout. Au temps de MeToo, les gens, surtout les féministes, cherchent à réinventer les ententes amoureuses, sexuelles et romantiques pour se libérer des contraintes du patriarcat. Mais comment le système de santé et des services sociaux s'adapte-t-il à cette nouveauté? Pourquoi les personnes socialisées comme femmes choisissent-elles de vivre l'expérience de la non-monogamie consensuelle? D'ailleurs, c'est quoi la non-monogamie consensuelle? On en parle dans quelques instants avec mon invitée Sophie Parent, qui a interviewé des personnes vivant ce genre de relations pour son mémoire de maîtrise en travail social. Donc, bonjour Sophie, bienvenue au podcast. Est-ce que tu pourrais d'abord nous définir ce que c'est la non-monogamie consensuelle? OK, donc la non-monogamie consensuelle, c'est une espèce de terme parapluie qui va englober en fait tous les types de relations qui se passent à l'extérieur de la monogamie. Fait que là-dedans, on compte le polyamour, le libertinage, l'échangisme, le couple ouvert. Donc en fait, c'est un terme général qui regroupe toutes ces appellations-là. Tu parles dans ton mémoire de concept de mononormativité. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, donc la mononormativité, ça fait un peu écho au concept d'hétéronormativité que le mouvement queer a beaucoup documenté et mis de l'avant. Donc la mononormativité, c'est l'idée que d'être dans une relation monogame, c'est la norme. Puis c'est la présomption, en fait, que les relations autour de nous sont toutes monogames. Puis ben là, selon les auteurs, il y en a qui vont inclure là-dedans le fait que les relations monogames soient perçues comme supérieures aux relations non monogames. Bon, il y en a des auteurs qui incluent pas ça dans leur définition. Mais oui, fait grosso modo, la présomption de la monogamie. Puis, tu expliques aussi que les personnes qui s'identifient comme appartenant à la communauté polyamoureuse viennent la plupart du temps de milieux plus favorisés que la moyenne nationale. Puis, est-ce qu'il existe une explication à ce phénomène-là? Ben oui, ça c'est une question quand même intéressante parce que les études là-dessus ont comme beaucoup évolué dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans les premières études avec des petits échantillons quali. Puis c'est ressorti aussi dans mon échantillon que les gens étaient généralement plus favorisés puis plus éduqués que la moyenne nationale, puis des échantillons aussi très blancs. Puis en fait, il y a eu des études qui ont été faites là. Il y a eu 2 études aux États-Unis puis une étude pan-canadienne pour vraiment établir la prévalence. Puis on a réalisé que il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la classe sociale, du niveau socio-économique ou de l'origine ethnique. Fait que là, ben, l'hypothèse qui est mise, en fait, c'est que ben, c'est plus facile, en fait, d'apparaître dans une étude puis de parler de quelque chose qui sort de la norme quand on est déjà favorisé. Il y a entre autres Elisabeth Sheff qui avait mis ça de l'avant beaucoup pour les communautés polyamoureuses puis non monogames, que les personnes qui, justement, ont déjà d'autres privilèges peuvent utiliser ces privilèges-là pour atténuer le fait de sortir de la norme. Fait que c'est un peu comme l'hypothèse qui est de l'avant de pourquoi est-ce que dans les petits échantillons, on va surtout retrouver des personnes plus socialement favorisées. Parce qu'ils ont moins à perdre, finalement, de sortir de la norme, c'est moins risqué pour ces personnes-là. Ben exactement, ils ont moins à perdre. C'est des personnes qui ont un meilleur coussin ou pour se baquer là-dedans. Okay. Coussin pour se baquer. Ouais, ça le fait. Puis, tu racontes aussi que dans la culture populaire, les femmes sont dépeintes comme plus portées vers la monogamie, puis que dans les faits, les études démontrent qu'elles sont moins souvent nombreuses à avoir expérimenté ce type de relation. Puis j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qui explique ça? OK. Ben ça aussi, il y a comme plusieurs hypothèses là-dessus, puis
C'est pas encore quelque chose qui est ultra documenté, là, fait qu'on a beaucoup des hypothèses là-dessus, mais bon, ben d'abord, il y a le fameux patriarcat, là, où est-ce que on va beaucoup valoriser pour les femmes l'exclusivité sexuelle, tu sais, d'être... de la fidélité, la monogamie, ça va être très mis de l'avant, puis tu sais, l'idée d'être mère de famille, puis en tout cas, bref, tous ces stéréotypes-là amenés par le patriarcat, c'est des personnes qui vont être beaucoup stigmatisées si elles ont plusieurs partenaires sexuels dans leur vie. Tu sais, le slut-shaming, c'est quelque chose qui a été beaucoup documenté dans la recherche, puis tous les doubles standards sexuels, là, ça se démontre même là, jusque dans l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Là, donc ça commence super tôt dans la vie, là, cette espèce de double standard-là. Puis, fait que ça fait comme une espèce d'environnement défavorable à tenter des relations où est-ce que nécessairement ça implique que tu aies plus qu'un partenaire. Toutes ces relations-là sont pas nécessairement sexuelles, mais la première assumption du public, c'est que c'est sexuel. Donc, il y a un plus grand potentiel de stigmate. Puis, ben, c'est ça qui est drôle, c'est que les chiffres disent que les femmes ont moins d'intérêt, mais actuellement, dans la pratique, au niveau des prévalences, ben là, il y a peu de différence entre les hommes et les femmes chez les gens qui pratiquent actuellement une forme ou une autre de non-monogamie consensuelle. Là. C'est autour de entre 2,4 à 4% des gens qui pratiquent une forme ou une autre actuellement. Puis dans le ici maintenant, il n'y a pas vraiment de différence homme-femme. C'est dans l'intérêt puis l'avoir déjà expérimenté par le passé. Fait que ça aussi, c'est quand même intéressant, tu sais. Puis, peux-tu nous expliquer en quoi la non-monogamie consensuelle, ça peut être perçu justement comme une résistance au patriarcat puis comme une pratique féministe? Oui, ben il y a des autrices, en fait, principalement, qui ont mis ça de l'avant, cette idée-là que ben, en fait, c'est une façon, justement, là, de se remettre au centre de ces relations, donc de plus être en service, finalement, à une personne. C'est aussi cette idée-là d'émancipation sexuelle, donc la possibilité d'avoir plus qu'un partenaire. Puis il y a cette idée-là, justement, de mettre ses besoins à soi au centre de la relation, puis de voir les autres relations comme des personnes aussi avec qui il est possible de séparer une certaine charge mentale puis charge ménagère, là, entre autres au niveau des soins aux enfants, qui, traditionnellement, c'est plus l'apanage des femmes. Fait que ça, c'est quelque chose de super intéressant, de voir des personnes qui utilisent ce mode relationnel-là pour sortir des carcans mis en place par le patriarcat. Puis aussi, tu dis que les femmes vivent généralement pas de la même façon ce type de relation que les hommes. Puis qu'est-ce qui est différent, en fait? Qu'est-ce qui est différent? Ben c'est sûr que, bon, au niveau de la perception du public, tu sais, moi, dans ma recherche, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont comparé la réaction de leur entourage à leur dévoilement versus à leur partenaire quand il y avait des partenaires qui étaient des hommes cis. Puis, ben, les femmes, j'ai trouvé, se faisaient beaucoup plus souvent soit victimisées là-dedans, on dit « Ah, pauvre toi, ça doit être ton chum qui force ça sur toi ». Se faisait sinon beaucoup sexualisé dans le genre « Ah, ben toi, t'es down à n'importe quoi » ou démonisé. Genre « Ah, t'es pas fine de faire ça à ton chum, pauvre lui, il mérite pas ça ». Donc, tu sais, tu vois que, tu sais, dans ce triangle-là, on retrouve des affaires qui ressemblent un peu au fameux ni pute ni soumise, là. Ça me fait penser un peu à ce slogan-là. Bon, l'origine du mouvement est différente, là, mais ça me rappelait quand même cette idée-là. Fait que, tu sais, dans la perception du public, c'est différent. Dans comment ça va être négocié dans la relation, comme... Je regardais, bon, c'est sûr que j'ai un petit échantillon, mais j'avais l'impression, que ça s'actualisait un petit peu différemment. J'ai l'impression que, surtout mes participantes qui ont commencé en étant en couple avec un homme cis, que les hommes cis, il y avait plus de réticence. Ou que sinon, il y avait cette espèce d'insouciance-là des partenaires hommes, de faire comme « Ah, pas besoin de se mettre de règles, tout va bien aller ».
Puis de leur partenaire qui était comme « Attends un peu, non, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, on va comme s'établir des barèmes. » Puis qu'il y avait comme un peu cette espèce de charge mentale-là de l'entente relationnelle. Fait que je trouvais ça intéressant de voir « Ah, la charge mentale, c'est quelque chose qui a l'air de s'étirer jusque dans l'entente relationnelle. Wow! » Fait que pour ne nommer que quelques exemples des différences, ben il y a ça. Puis je trouve que tu viens un peu là, de répondre à ma dernière question. Puis c'est vraiment une question naïve, mais moi c'est une question qui m'obsède un peu. Mais en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes sont tellement plus stigmatisées que les hommes quand elles souhaitent la non-monogamie ou s'engagent dans des relations non monogames? Parce que tu dis à quel point c'est comme mal reçu de la part de leur entourage, mais pourquoi en fait? Hey, c'est une excellente question. Mes premiers guesses, c'est ça, ça va être autour de ce patriarcat-là qui a tout imbibé dans nos vies quotidiennes de faire que, une femme, pour être bien vue, doit être... puis pour avoir le droit d'avoir une sexualité, doit être en relation monogame, fidèle, avec la même personne, idéalement toute sa vie, puis faire des enfants avec. Puis, il y a comme... on dirait, tu sais, que dans la vie, mettons, sans parler du fait que ce soit consensuel ou non, même... J'ai l'impression, tu sais, que même l'adultère chez les hommes, c'est mieux perçu, tu sais, qu'il y a comme cette idée-là de comme « Ah, mais c'est normal, tu sais, les hommes, ils ont des pulsions, oui, c'est ça, tu sais, faut s'occuper de ça, mais les femmes, elles en ont pas de pulsions, elles en ont pas de désir sexuel. » Fait que, tu sais, ça vient vraiment, ce genre de relation-là, mettre ça à l'avant-plan de « Non, les femmes ont une sexualité, elles ont des désirs, elles ont une agentivité. » Fait qu'en fait, c'est ça, ça vient remettre le modèle en cause, puis ça, remettre le modèle en cause, c'est terrifiant. Autant pour les partenaires que pour l'entourage qui se questionnent de « Mais là, vous allez pas faire des bébés? » Ouais. Mais c'est fou parce que moi, ta recherche m'a beaucoup fait penser à mon mémoire de maîtrise, parce que bien que c'était une recherche sur les années 1980, parce que c'était un discours qui revenait souvent à quel point les garçons ont des pulsions, puis ça leur en prend pas beaucoup pour être excités sexuellement, mais les jeunes filles, leur sexualité est acceptable juste quand ils ont un chum. Une relation qui s'inscrit dans la durée, finalement. À ce moment-là, leur sexualité, ou même l'idée de leur sexualité, ça devient comme acceptable. Mais c'est fou de voir que les stéréotypes, ça dépasse... Oui, puis tu sais, ça perdure, là. J'ai l'impression que ça s'est peut-être atténué à travers les années ou que ça s'est modifié, puis c'est pas parti. Ouais, puis je pense qu'on va tout être morte, puis que ça va être encore... En tout cas, le patriarcat sera pas vaincu, mais peut-être qu'il sera un peu atténué. On l'espère. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu des résultats de ta recherche? Puis, en gros, finalement, ça a donné quoi comme portrait général des personnes que tu as interviewées? Je me souviens plus combien tu as interviewé. OK. J'ai interviewé 11 personnes, fait que c'est un petit échantillon. C'était dans le cadre d'une recherche exploratoire. Une recherche exploratoire, on recommande entre 7 et 12 personnes participantes. Fait que je suis en plein dedans à 11. Puis, exploratoire parce que c'est relativement nouveau comme sujet de recherche, là. C'est en augmentation exponentielle depuis le début des années 2000, mais c'est quand même nouveau. Puis les résultats de ma recherche, moi, je me suis intéressée à 2 pans. Leur vécu relationnel puis la relation de ces femmes-là face aux services de santé puis aux services sociaux. Dans leur vécu relationnel, c'est beaucoup comme l'expérience du coming out qui est ressortie dans le vécu relationnel. Comme quoi, il y avait un coming out à faire de leur relation, qu'il y avait une peur de la stigmatisation, qui était parfois seulement qu'internalisée, mais parfois qui ont eu des réactions externes qui ont justifié là, aussi cette crainte-là du coming out. Puis c'est ça, c'est dans le vécu relationnel là, que j'ai plus observé comme cette différence-là au niveau de comment l'entourage reçoit le coming out, que les amis le voient, comment ça s'est instauré, les premières difficultés de la mise en œuvre de ces relations-là. Dans les services de santé puis les services sociaux, je suis tombée un peu en bas de ma chaise devant comme l'atrocité des résultats que j'ai eus, je devrais dire. Il y en a un pour lequel je m'en attendais. Il y a beaucoup, la présomption, que parce que les personnes sont en relation non monogame vont être plus promptes à avoir des ITSS.
Fait que ça a déjà été documenté dans la littérature. Je tombais pas en bas de ma chaise de réaliser ça. Mais je me suis intéressée aussi à, pourquoi est-ce que les femmes, tu sais, puis les personnes qui s'identifiaient partiellement femmes, qu'est-ce qui motivait ou pas à à déclarer leur mode relationnel à la personne en face de qui elles se trouvaient en allant chercher des soins. Puis j'ai réalisé que les personnes ça dépendait beaucoup du niveau de confiance, puis que la plupart des gens avaient vraiment pas confiance dans le système de santé. Puis comme en grattant, j'ai réalisé que plus que la moitié de mon échantillon a vécu ou été témoin de violences médicales, gynécologiques, obstétricales. Fait que j'ai trouvé ça immense, comme plus que la moitié de mon échantillon. Là, je veux dire, j'ai un tout petit échantillon, mais que dans ces proportions-là, c'est quand même significatif. Fait que ça m'a pas mal jeté à terre. Puis, c'est ça, là, c'était comme une espèce de j'écris dessus à la fin, en conclusion, puis en recommandation. S'il vous plaît, violentez pas vos patientes pour qu'elles vous fassent confiance, tu sais. Ça a l'air un peu ridicule comme ça, mais j'étais étonnée, tu sais, vu l'âge de mon échantillon, puis le petit nombre que ça ressorte aussi fortement. Donc, il y a ça là, que je trouve quand même là, assez préoccupant, puis dont il faudrait qu'on l'adresse. Là. J'ai été regarder, puis il n'y a pas beaucoup d'études de prévalence sur les violences obstétricales puis gynécologiques. On sait que ça existe, mais on ne sait pas c'est quoi l'ordre de grandeur. Puis le peu d'études de prévalence qu'il y a sont en Europe, puis c'est que pour les violences obstétricales, donc à l'accouchement ou pendant la grossesse, puis comme les taux de violence sont effarants, là, on parle du 2/3 au 3/4. OK. Fait on a un problème. Je pensais pas toucher à ça dans mon mémoire, mais finalement, ça a fait surface pareil. Fait que sociétalement, puis surtout médicalement parlant, on a des questions à se poser là, sur les soins de santé qu'on donne. Fait que excusez, je me suis comme éloignée de la question, mais il fallait comme que je ventile sur non, comme... Tu suivais vraiment mon fil conducteur parce que tu as répondu aux 2 prochaines questions, mais justement, on a du chemin à faire en tant que société, puis si tu pouvais donner une recommandation aux professionnels de la santé qui ont en face d'eux un ou une patiente qui est dans une relation non monogame, ça serait quoi? Au niveau des recommandations, j'en aurais quelques-unes. Puis en fait, la fin de mon mémoire porte sur des recommandations spécifiques au travail social. Mais bon, en général, s'éduquer. Genre, lire c'est quoi ça, une relation non monogame? C'est quoi le vocabulaire par rapport à ça? Ce serait quand même assez important. Après, s'éduquer. Aussi, savoir donner des conseils liés à la prévention des ITSS qui sont appropriés. Donc, sans exagérer puis sans minimiser le risque, comprendre c'est quoi un polycule, comprendre comment est-ce qu'on peut s'assurer, tu sais, justement, d'avoir des pratiques sexuelles le plus sécuritaires possible dans un contexte où est-ce qu'il y a peut-être plus qu'une personne impliquée, sans non plus démoniser ça. Puis, avec ça, il y aurait l'ouverture, pas de violence, s'il vous plaît. Ouais, ça semble être la base, pourtant. Oui. Puis, si t'es prête, on peut passer au 2e segment de questions qui ont plus rapport avec ta méthodologie. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as procédé pour recruter les personnes qui ont participé à ton étude, puis en quoi c'était important pour toi que les témoins soient des personnes s'identifiant comme femmes ou non-binaires? OK. Comment j'ai procédé pour recruter mes participantes? J'ai été, en fait, très simplement, j'ai fait approuver une affiche de recrutement par le comité d'éthique et de la recherche de l'université qui donnait un peu les grandes lignes là, de mon projet de recherche, en quoi l'entrevue allait porter, puis c'était quoi les profils recherchés de personnes participantes. Puis j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Donc j'ai ciblé des groupes féministes, polyamoureux, puis parlant de sexualité. Puis je l'ai envoyé aussi au RPPQ pour que ce soit transmis dans leur infolettre. Mais je sais même pas si ça a été relayé de leur part.
Puis, ben pourquoi c'est important des femmes puis des personnes non-binaires? Ben moi, quand j'ai fait j'ai fait une revue sommaire de la littérature, puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de littérature qui touchait aux enjeux LGBT, mais que quand on y regardait de plus près, ben c'était principalement pour les hommes gays. Okay. Puis il y avait comme un manque de littérature, finalement, pour les autres orientations sexuelles, les autres identités de genre. Puis pour les femmes aussi. Fait que j'ai fait, ben voilà, ça, je pense que ça va être mon créneau. Je vais cibler les femmes puis les personnes s'identifiant partiellement comme femmes. Je voulais pas non plus exclure les personnes non-binaires, les personnes trans. Ben d'abord parce que je trouve que comme la recherche, on met souvent ça de l'avant, que c'est une excuse facile d'exclure ces personnes-là pour pas diminuer la force de notre haine. Mais bon. J'ai-tu le droit de dire... J'étais pour dire, personnellement, je trouve que c'est de la bullshit, mais je me demandais si ça se disait dans un podcast. Okay. Absolument. Dans ce podcast-là, je peux dire que je trouve que c'est de la bullshit comme excuse. Fait qu'il y avait ça. Puis aussi, ben, on sait qu'il y a une surreprésentation de la communauté queer, LGBT, Q2IA, 2S+. 2IA, 2S+. Ouais, fait qu'il y a une surreprésentation de cette communauté-là chez les personnes non monogames. Fait que ce serait un peu incohérent avec mon sujet d'étude que je tienne pas compte du fait que il y a beaucoup de personnes de la communauté queer. Donc c'est un peu là, toutes ces raisons-là, là, une espèce de recherche de représentativité, d'inclusivité, puis de répondre à un manque dans la recherche. OK. Puis, tu dis une phrase qui m'a vraiment beaucoup plu dans l'introduction de ton mémoire, et je vais la citer. L'analyse féministe intersectionnelle permet de mieux comprendre les résultats obtenus. Puis, j'aimerais que tu t'étendes un peu sur le sujet, en quoi une analyse féministe, ça a apporté aux conclusions de ton mémoire. OK, donc là, je vais dire le mot en « i » qui fait si peur aux gens dans les médias de ce temps-ci. Je parlais d'intersectionnalité en plus. Non seulement c'est une analyse féministe, mais elle était intersectionnelle. Ben, je l'ai déjà nommé précédemment. J'avais des personnes de la diversité sexuelle et de genre dans mon mémoire, dans mon échantillon. J'avais aussi des personnes racisées dans mon échantillon, de première ou deuxième génération issus de l'immigration, puis membres des Premières Nations. Déjà, c'est difficile de travailler sur un mode relationnel et la portion du genre. Ces deux seuls éléments-là ensemble, ça prend une analyse intersectionnelle pour arriver à bien comprendre l'interaction de ces deux choses-là sur l'expérience, sur le vécu que vont avoir ces personnes-là. Les violences médicales puis obstétricales, on s'entend que, oui, il y a quelque chose qui appartient à la dimension femme, mais je sais pas jusqu'à quel point il n'y a pas la dimension non monogame aussi, qui s'inscrit là-dedans. Il y a Kimberly Crenshaw, qui est comme une des auteurs qui a lancé là, le terme d'intersectionnalité à la fin des années 80, qui disait, qui pour illustrer le concept d'intersectionnalité, parlait de deux routes perpendiculaires, puis une représentait la race, puis l'autre le genre, puis elle disait, si une femme noire a un accident à l'intersection entre ces deux routes-là qui se croisent, ben ça va être difficile de pointer du doigt un coupable. Puis je trouvais que c'était une belle illustration, cette idée-là. Donc moi, j'ai rajouté en fait des intersections à mon analyse en fonction du discours de différentes participantes, différents participants. Pour essayer d'aller tirer le plus de jus de « OK, qu'est-ce qui se passe quand on est et femme et non monogame? Qu'est-ce qui se passe quand on est identifié comme femme, mais qu'on s'identifie plus comme non-binaire et non monogame? Ça rajoute une couche. Puis là, en plus de ça, qu'est-ce qui se passe si
on est une personne racisée. C'est comme par exemple, mes personnes racisées dans mon échantillon, j'en avais pas tant que ça, mais surprise, leur niveau de scolarité puis leur revenu est plus faible que celui de mes autres participantes. Mes personnes qui sont pas dans la binarité de genre, c'est des personnes qui ont aussi un plus grand vécu de violence. Est-ce que c'est un hasard? Je pense pas. Donc, bref, c'est un peu tout ça qui a amené aux conclusions de mon mémoire. C'était de vraiment vouloir rendre justice au fait que il y a de la complexité, il y a de la diversité dans mon échantillon. Puis, tu sais, je travaille pas dans des sciences quanti, je travaille dans du qualitatif. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme le vécu, qu'est-ce qui impacte le vécu, l'expérience de ces personnes-là. Fait que c'est pas grave si j'ai un petit nombre. Ce que je vais chercher, c'est plus la richesse puis la nuance du propos, puis toute cette analyse-là le plus nuancée puis avec le plus de complexité possible. Wow! C'est cool! Puis aussi, il y a une chose que j'ai pas rencontrée souvent dans ton mémoire de maîtrise puis que j'ai bien aimé, c'est que dans la première partie de ton mémoire, tu te positionnes avec vraiment beaucoup de transparence pour montrer où tu te situes par rapport à ton objet d'étude. Tu parles de classe sociale, tu parles de ton appartenance à la communauté polyamoureuse, etc. Puis, est-ce que dans ton domaine, c'est courant d'avoir ce genre d'ouverture-là? Puis, en quoi ça te semblait important de le faire? Dans mon domaine, si c'est courant, en travail social, non, c'est pas courant. Dans le champ des études féministes, oui, c'est courant. Puis j'ai l'impression que j'ai un pied dans chaque. Donc moi, c'est sûr que je visais de faire ce mémoire-là avec une posture féministe, puis en essayant d'être le plus sensible à tous ces enjeux-là. Mais je trouvais ça important. Il y a un concept féministe qui me parle beaucoup, puis c'est celui de positionnalité puis de positionnement social. Qui vise, en fait, à voir, moi, justement, là, dans toutes ces zones-là de privilèges puis de marginalité, où est-ce qu'elles sont mes zones de privilèges? Où est-ce qu'elles sont mes zones de marginalisation? Pour pouvoir me situer là-dedans. Parce que, par exemple, une femme blanche bourgeoise des années 50 qui écrit sur le féminisme écrira pas la même chose qu'une femme noire du sud des États-Unis. Il y a comme le contexte puis la position sociale de quelqu'un influence beaucoup le discours. Puis vu que je suis pas... Pour moi, c'est de faire un espèce de devoir de transparence puis d'honnêteté de déclarer que, je suis une femme blanche, je suis éduquée. Fait que ça, c'est comme des privilèges qui me servent. Tu sais, le fait que je puisse écrire un mémoire, mais qu'en même temps, oui, je suis éduquée, mais je suis universitaire de première génération, issue de la classe ouvrière, que j'appartiens à la communauté polyamoureuse, que sur le plan de l'orientation, je suis bi ou pan. Pour moi, c'était comme important de le positionner parce que, je traite quand même de mode relationnel, je traite quand même de la notion de racisation, je traite de la notion d'orientation sexuelle. Fait que je trouvais ça important, c'est que les gens qui me lisent puissent me situer par rapport à ça. Puis, je crois pas que c'est possible de faire de la recherche sans être biaisé. Je pense que c'est une croyance héritée là, d'une époque positiviste où est-ce qu'on croyait que la recherche, ça allait donner la vérité, mais il n'y a pas qu'une vérité, il y a plusieurs vérités, finalement. Fait qu'en fait, je simplifie le travail de critique à mes détracteurs. Voici tout ce sur quoi vous pouvez me critiquer. C'est là, c'est mis de l'avant dès l'introduction, puis en même temps, je pense pas que c'est un mémoire qui se serait écrit par un homme cis monogame. Fait qu'il y a de ça aussi, tu sais, il y a certaines paroles que si c'est pas des gens de la communauté qui prennent parole,
ça va être difficile, tu sais, de voir émerger ces savoirs-là qui sont importants pourtant. Fait que voici ma longue réponse sur comme... C'était très satisfaisant de t'entendre, puis je me bats beaucoup contre l'idée aussi que, tu sais, il existe une parole qui est la vraie, puis en effet, je trouve que c'est impossible de faire de la recherche sans, exactement comme tu l'as dit, sans être biaisé. Puis là, je suis rendue à te poser justement les 2 dernières questions que je pose à chacune de mes invités. Puis je vais les switcher de bord. Je vais d'abord te demander, selon toi, est-ce que c'est possible d'être à la fois et féministe et chercheur universitaire? Oui, et même que je dirais, mon souhait, c'est que ce soit nécessaire. Tu sais, la parole des... OK, si je prends mon domaine d'études, là, je suis en travail social. La majorité des personnes étudiantes en travail social, c'est des femmes. Surtout au bac, là, c'est flagrant. Mais plus on monte dans les cycles, plus on retrouve en proportion d'hommes. Puis je pense que c'est vrai pour beaucoup de domaines, même ceux à prédominance féminine. Plus tu vas augmenter, moins il va y avoir de femmes, puis plus il va y avoir d'hommes. Puis tu sais, si je regarde, d'après moi, là, le ratio de professeurs, tu sais, des gens qui ont un poste de professeur à l'école de travail social, ça doit être 50-50. Alors que comme en rentrant au bac, genre, ça doit être 5 à 10% des personnes qui rentrent qui sont des hommes. Fait que comment est-ce que tu passes de 5 à 10% à quasiment 50%? J'exagère peut-être, ce ne sont pas... s'il vous plaît... Pitchez-moi pas des roches, j'ai pas été chercher de statistiques. Fait que pour moi, c'est important, tu sais, dans tous les domaines, qu'il y ait davantage de femmes. Parce qu'encore une fois, je crois pas qu'il y a une vérité. Puis je crois que la recherche va simplement être plus riche, puis comporter plus de points de vue si les gens qui font de la recherche viennent de plusieurs horizons, de plusieurs points de vue. Fait que pour moi, déjà, juste de faire de la recherche en étant une femme, c'est un acte féministe en soi, parce que c'est de faire exister la parole des femmes dans un espace qui a longtemps été une chasse gardée des hommes. Puis j'invite toutes les minorités à le faire le plus possible, là. Comme, je veux dire, moi, ce que je peux faire, c'est me tasser puis comme tendre la main aux autres personnes qui veulent accéder justement au monde académique. Mais c'est super important, c'est ça, qu'il y ait de la diversité, que ce soit plus juste un milieu d'hommes blancs privilégiés, puis rien que dans les professeurs, en tout cas. Ça se voit dans les pratiques, là, que les femmes ont eu à plus batailler pour avoir des postes. Que là, si en plus on prend les femmes racisées qui sont professeurs, un, il n'y en a pas beaucoup. De deux, leur statut professoral est souvent plus précaire. Puis ben, de trois, c'est des personnes avec des portfolios super épais. Fait que, ben, oui, on peut être féministe et chercheur universitaire, mais on devrait l'être, puis être chercheur universitaire, c'est un acte féministe, je pense. Yeah! Puis, enfin, ma dernière question, est-ce que ça t'arrive que les hommes t'expliquent des choses que tu sais déjà? Ça m'arrive. Je dirais que depuis que je fais des bistro brain, puis que j'écris sur mes bio Tinder, puis sur mes bio Facebook, que je fais de la recherche, comme ça m'arrive un peu moins. Okay. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de me faire expliquer des choses par des hommes. Sinon, ben, j'ai des participantes là, que c'est drôle, tu sais, qui me disaient qu'ils allaient dans des dates, puis que là, il y a des dudes qui leur expliquaient « Ah non, mais toi, t'es plus tel type de non-monogamie », puis que ces femmes-là étaient juste comme « Ta gueule! » C'est elles qui le savent le mieux. Mais oui, c'est ça, puis je veux dire, c'est tellement fluide, le monde des non-monogamies. Il y a autant de façons de le pratiquer qu'il y a de personnes qui le pratiquent. Fait que de vouloir, tu sais, absolument catégoriser les gens. Finalement, si t'as une inquiétude par rapport à ça, t'es mieux de nommer ton besoin. Tu vas être probablement plus mis au clair, mon chum, que si t'essayes de mansplainer à quelqu'un que tu dates, c'est quoi. Sinon, en date, je me suis déjà fait mansplainer c'était quoi l'espace cellier de la SAQ, mais ça, c'est une anecdote qu'on se gardera pour une autre fois. Ah, mais c'est quand même... j'ai hâte de l'entendre plus en détail.
Mais en tout cas, merci beaucoup, Sophie. C'était vraiment super intéressant de t'entendre. Puis merci d'avoir accepté mon invitation de venir au podcast. Ben merci beaucoup, c'était super chouette, enrichissant. Puis je trouve que tes questions étaient vraiment ton canevas d'entrevue était monté avec rigueur puis de qualité. Merci beaucoup. Fait que non, puis ben merci pour la tisane. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le et abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube, Instagram ou suivez-moi sur Facebook.